Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux à vous être connectés. Ça nous fait très plaisir avec Sylvain parce que c'est vraiment une thématique qui nous tient à cœur. Donc c'est parfait que ça vous intéresse vous aussi. C'est une première d'ailleurs, c'est le premier webinaire qu'on co-anime avec Sylvain sur cette thématique très spécifique qui allie à la fois la signature pédagogique et puis l'utilisation de l'IA dans la conception pédagogique. Donc, ce que je propose, c'est que déjà, Sylvain et moi, on se présente. Donc, si tu veux bien passer la slide suivante, Sylvain. À tout seigneur, tout honneur, je dirais. Sylvain, je te laisse te présenter et après, je me présenterai. Merci Gwen. Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Sylvain Vacarès, donc je dirige un cabinet qui s'appelle Learning Salad. Je suis un spécialiste de la formation digitale depuis 30 ans maintenant. Et donc, voilà. Donc, mon métier, c'est d'accompagner des organisations dans l'amélioration de l'efficacité de leur dispositif de formation en utilisant en général quand même au moins une partie de digital. Merci. Donc, moi, je suis Gwen Doniol. Je suis cofondateur et co-gérant de la société Classilio. Il y a Julien qui, je vois, qui est animateur là avec nous et qui est l'autre cofondateur et co-gérant de la société. Donc moi, je ne vais pas en parler beaucoup plus de Classilio pour l'instant parce que je vais présenter rapidement l'offre et un peu l'historique de la société un peu plus tard. Voilà, donc on va pouvoir montrer le plan du webinaire. Donc dans le faisons connaissance, justement, je vais un peu expliquer ce que nous on propose chez Classilio et puis un peu notre démarche, nos principes et nos valeurs. Ensuite, donc on va passer au cas pratique que Sylvain va vous détailler. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole, Sylvain, sur la méthode que tu vas Voilà, voir on va, aujourd'hui. on va essayer de comparer deux approches d'utilisation de l'IA pour essayer voilà, de vous faire réfléchir un petit peu à ce que ça implique et comment s'en servir. On vous demandera d'ailleurs votre avis au fur et à mesure Voilà. de la démonstration. Et puis ensuite, voilà, ensuite on ouvrira sur la suite. Alors j'en profite là pour répondre à Johan. Il y a bien en fait un enregistrement là qui a démarré au tout début de ce webinaire, donc un replay est prévu. Sans doute qu'on le mettra sur notre chaîne YouTube dans un second temps. En effet, il y aura ensuite toute la séance bien sûr de questions-réponses. Et puis avant de partir, c'est justement l'offre exclusive qu'on vous propose à la fin, qui est dans la droite ligne de ce webinaire. Alors, pour présenter rapidement Classilio pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, donc nous on évolue dans le secteur du digital learning depuis maintenant 17 ans, donc ça fait un petit moment et on a depuis le début en fait une conviction vraiment très profonde et assez simple, hein, c'est que la technologie n'a de valeur que si elle est vraiment au service et si elle reste au service tout le temps de la pédagogie. Parce que selon nous, le rôle des formateurs, c'est pas de gérer, c'est pas de paramétrer, c'est pas de passer leur temps à paramétrer des outils, mais c'est bien d'accompagner des êtres humains, des apprenants. Et c'est pour ça que notre responsabilité chez Classilio, c'est de concevoir des outils qui, en fait, dans l'idéal, se font complètement oublier et qui permettent vraiment de fluidifier les échanges pour qu'on se recentre sur la formation. Et ce qui compte sur la formation, c'est bien sûr la transmission, la progression et l'émancipation de tous les apprenants. Donc ça, c'est vraiment notre live motif depuis le début de la création de la société. Donc quand je mets une petite pause silencieuse, Sylvain, c'est qu'on peut passer à la slide suivante. Parce qu'en fait, l'exercice de style, c'est que c'est Sylvain qui partage son écran et c'est moi qui présente le début. Donc sur le démarrage, en fait, je dirais à la création de Classilio, notre premier engagement, ça a été le synchrone. Le synchrone, c'est quoi? C'est tout simplement l'échange à distance et en temps réel. C'est un peu ce qu'on fait là. Alors là, on est en mode webinaire, donc c'est assez descendant, mais nous, c'est plus sur l'aspect très interactif, hein, avec un petit groupe pour recréer vraiment toutes les interactions d'une classe virtuelle. Et la conviction, c'est évidemment que la présence humaine, quand bien même on suit des formations à distance, la présence humaine reste absolument essentielle. Donc c'est pour ça qu'on a conçu cet outil de classe virtuelle VIA qui est centré sur la pédagogie active, sur l'interactivité et sur aussi l'adaptation en direct aux besoins des apprenants. Donc bien sûr, de temps en temps, on fait des webinaires pour présenter toutes ces fonctionnalités pédagogiques, hein, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour en savoir plus sur VIA. Et VIA, donc cette classe virtuelle VIA, on l'a intégré nativement dans la plateforme Lara parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs qui jonglaient entre différents outils et on a eu vraiment la volonté, donc il y a maintenant 6-7 ans,
de créer une plateforme unifiée où il y a à la fois la classe virtuelle et aussi la plateforme LMS. Donc, je vais expliquer un peu ce que c'est qu'un LMS pour ceux qui ne savent pas. Donc, je te laisse passer à la slide suivante. Donc, le LMS qui s'appelle Lara chez nous, Lara LMS. Et donc, un LMS, c'est quoi? Tout simplement, c'est une plateforme qui permet de centraliser la création, la gestion et le suivi des formations. Il faut savoir que chez Classilio, d'ailleurs, Lara permet aussi de faire du présentiel. Hein, donc, ce qu'on appelle le mode blended, c'est pas que de la formation à distance, mais on peut aussi gérer l'aspect présentiel. Donc voilà, ça gère absolument tout. Et donc, l'avantage avec Lara, c'est qu'on a en plus la classe virtuelle qui est directement inclue. Donc très rapidement sur, on va dire, quelques fonctionnalités majeures de Lara, qui est une plateforme donc, qui est centrée sur la pédagogie, c'est que ça se déploie de manière très express. Donc vous pouvez déployer vos formations en seulement quelques heures. Donc ça, c'est un gros avantage. Hein. On n'est pas sur une machine, une usine à gaz qui met des semaines, voire des mois à se déployer. On a tout axé aussi sur l'expérience intuitive pour que ni les apprenants ni les formateurs ne soient freinés quand ils déploient leur formation. Vous pouvez aussi, avec Lara, complètement personnaliser à votre image votre plateforme. Donc ça, c'est important hein, d'avoir de bout en bout toute votre charte graphique qui est respectée dans la plateforme LMS. Et puis, à titre d'exemple aussi, une fonctionnalité majeure de Lara, c'est l'aspect catalogue multiple. Donc vous pouvez en fait ordonner et mettre en avant vos formations comme vous le souhaitez, ce qui permet justement d'avoir une offre de formation très structurée. Et ce qui fait aussi la caractéristique de Classilio, c'est qu'on accompagne évidemment fonctionnellement à l'usage de ces outils, hein, à la fois la plateforme Lara LMS et puis la classe virtuelle VIA, mais aussi pédagogiquement. Donc tout au long du projet, donc c'est vraiment un accompagnement sur le long terme et ça vous aide vraiment à bâtir une offre de formation digital learning la plus adaptée et la plus singulière par rapport à la fois à vos concurrents et aussi surtout aux besoins de vos apprenants. Voilà, donc ça, c'est vraiment notre rôle, c'est à la fois les outils, mais aussi l'accompagnement pédagogique. Voilà. Alors maintenant, si on dans le cœur du sujet, donc c'est l'IA sur ce webinaire, et donc je pense que maintenant on a tous conscience qu'on assiste à une véritable révolution, révolution à la fois dans nos façons de travailler, d'apprendre, de transmettre, de décider, et je dirais même de penser, parce que c'est vraiment impressionnant ce que ces outils d'IA arrivent à faire. Et avec Sylvain, on pense qu'on est en plus, enfin tout le monde est persuadé qu'on est vraiment qu'aux prémices en plus de cette révolution. Mais on a comme là aussi leitmotiv et comme principe et valeur, c'est que cette révolution, elle ne vaut que si elle mène à un progrès pour tous. Et donc pour nous, le progrès, c'est un monde dans lequel tout simplement on reste curieux, on continue à penser par nous-mêmes et surtout on continue à développer notre esprit critique. Donc il ne faut pas non plus se laisser, je dirais, dévorer par la machine. Et c'est pour ça que c'est un peu ce qu'on va faire passer aussi comme message lors de ce webinaire, c'est que l'attitude qu'on va adopter vis-à-vis de ces outils d'IA est selon nous essentielle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas démissionner intellectuellement, il faut refuser que la machine fasse tout à notre place et laisser notre cerveau au placard. Donc c'est vraiment d'abord et avant tout, selon nous, une question d'attitude. Et justement, la bonne attitude, c'est de n'utiliser l'IA, donc sur la slide suivante, d'utiliser l'IA qu'à bon escient, de ne pas mettre totalement à l'IA toutes les mains. Et donc, il faut vraiment, selon nous, rédiger en fait des prompts de qualité et bien ciblés. Et ainsi, ça va permettre de libérer du temps pour se consacrer sur l'essentiel, se concentrer sur l'essentiel, à savoir l'accompagnement humain, l'écoute, la créativité, le pas de côté, bref, tout ce qui est co-construction entre un formateur et ses apprenants. Le rôle du formateur est en effet irremplaçable puisque c'est lui, le formateur, qui a une connaissance très précise de la réalité du terrain. Il a donc une connaissance très fine des publics auxquels il s'adresse, des contextes et des contraintes. Et ce qui va être très important et ce qui va guider un peu la méthode là qu'on va vous présenter, c'est que c'est important aussi qu'un formateur transmette et partage des anecdotes vécues, des difficultés que lui-même a rencontrées et qu'il a réussi à surmonter, des doutes qu'il a réussi à dépasser.
Et c'est en fait ce vécu, ce côté très humain, hein, qui est pour nous inestimable et qui a une puissance pédagogique énorme, parce que du coup, ça va entraîner en fait avec lui les apprenants, et ça va créer de la confiance, et donc ça favorise tout simplement l'engagement lors de la formation. Et c'est ça que justement l'IA ne fera jamais aussi bien. C'est vraiment cet aspect humain et vécu. Et donc la vraie valeur du formateur, c'est je pense, tout ce que l'IA ne maîtrise pas parfaitement, c'est-à-dire créer des parcours différents, inattendus, donc la créativité, apporter une touche personnelle, un pas de côté, une vision singulière en fait de votre expertise. Et puis encore et surtout, je dirais, accompagner, soutenir, comprendre et aussi conseiller les apprenants, les conseiller dans chaque étape de leur progression. Voilà, donc en fait, pour résumer tout ça dans une formule, ce qu'on se disait avec Sylvain, c'est que plus l'IA devient performante, plus le vécu et plus l'humanité du formateur deviennent précieuses pour justement éveiller et émanciper tous les apprenants. Voilà, donc sur ces paroles, je laisse la main à Sylvain qui va maintenant vous présenter la méthode et un cas pratique. Ok, merci, merci Gwen. Alors je vais je vais repartager un autre petit document. Donc voilà, donc par rapport à ce qui vient d'être dit en fait par Gwen, on va parler nous ici d'IA et de formation. Alors juste avant de démarrer et travailler à partir d'un cas en fait, on va essayer de comparer deux approches. Aujourd'hui en fait il y a quand même un grand débat sur l'IA, sur le repérage, qu'est-ce qui est fait par une IA, qu'est-ce qui n'est pas fait par une IA, etc. Là, j'ai pris un petit exemple de logo, on voit apparaître de ce genre de logo de plus en plus en disant finalement il y a ce qui est fait par l'IA, ce qui est fait sans IA. Bon, c'est un petit peu vain parce que en fait, des trucs faits intégralement par l'IA, il y en aura de moins en moins. Des trucs faits sans IA du tout, il y en aura de moins en moins aussi. Et donc finalement, la question c'est quel est le rôle de l'IA finalement, hein. Est-ce que c'est l'IA qui assiste l'humain ou est-ce que c'est l'humain qui assiste l'IA en fait, hein. Je pense qu'on peut voir un peu ça. Donc c'est ce que j'essaie de mettre ici en AI first et human first, c'est de dire finalement quel rôle on veut lui donner, qui conduit finalement, qui décide, qui oriente. Donc ça, c'est le sujet qu'on a dans l'IA, qui n'est pas lié à la formation, hein, qui est lié en général. Après, si on prend la formation, la formation aujourd'hui, les investissements qui sont faits en fait sont quand même massivement, si on prend le schéma ADI, analyse de design, de développement, implémentation, évaluation, on se rend compte que les gens mettent beaucoup d'argent en fait aujourd'hui, notamment dans la formation digitale, sur la partie design détaillé et développement, enfin et réalisation. Mais finalement, quand on regarde là où ce qu'il y a de l'impact sur l'efficacité de la formation, on se rend compte que c'est quand même beaucoup sur les phases amont, en fait, analyse, design global, et puis sur les phases aval, en fait, qu'on a aujourd'hui. On peut faire le meilleur module qu'on veut, la meilleure formation, si on n'est pas capable de la déployer correctement, c'est-à-dire que si elle n'est pas accompagnée, si on n'applique pas le management dans une entreprise, si on n'applique pas les formateurs, des tuteurs, des gens qui vont prendre en charge les apprenants, de toute façon, ça fonctionnera mal. Et en fait, on voit bien que les difficultés qu'on a en formation viennent souvent quand même d'une difficulté à mettre finalement l'effort là où il doit être. Et on le met beaucoup là où finalement il est nécessaire, mais pas forcément autant qu'on le met. Et dans l'IA, je vous présente ça parce que vous allez voir que dans l'IA, les deux approches que je vais vous présenter, elles reflètent un petit peu ça aussi. Elles combinent un peu ces deux visions. Alors, nous, notre parti pris, Saguen l'a dit, c'était plutôt de dire, nous, a priori, on milite plutôt pour que ce soit l'humain qui conduise, en fait, mais qui soit augmenté, effectivement, par l'usage de l'IA. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que l'idée, ce n'est pas de produire, mais l'idée, c'est de créer de la valeur pour celui qui apprend, en fait. Et ça, faut se le rappeler souvent parce qu'on a envie de tendance à l'oublier. Et la technologie nous pousse, enfin, c'est pas une... Voilà, nous pousse à faire ça, et c'était déjà vrai avec le digital, c'est largement amplifié avec l'IA et ça va continuer.
Alors, ce que je vais vous proposer ici, en fait, c'est de comparer finalement deux approches sur le même cas, en fait, en disant, bah, finalement, si on choisit AI First, en fait, donc l'IA va produire l'essentiel du service avec des prompts parfaits, des agents, etc. Qu'est-ce que ça donne? Et puis, si on dit, bah non, finalement, on va plutôt avoir une approche plus collaborative, plus globale, mais assistée par de l'IA, qu'est-ce que ça donne? Et puis bah, je vais vous faire réagir, en fait, je vais vous montrer à partir d'un cas et je vais vous faire réagir. Alors, on va prendre un exemple concret. C'est une formation qui existe. Peut-être certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ont été confrontés à. Si vous travaillez dans le monde de l'immobilier, il y a depuis, je crois, 2021, une obligation de former les agents immobiliers euh, pendant 2 heures, en fait, sur les problématiques de la discrimination dans l'attribution des logements locatifs. Donc, vous savez, c'est la même idée que la discrimination à l'embauche, par exemple. Il y a une liste en fait de critères discriminants qui ne peuvent pas évidemment être utilisés pour choisir de recruter quelqu'un ou de lui attribuer ou pas un logement locatif. Et donc cette formation elle est obligatoire. Elle s'adresse à tous les agents immobiliers. Il y a même un fort enjeu parce que si on ne peut pas prouver qu'on l'a fait, on perd sa carte. Donc, ça, c'est pas anodin, en fait. Et donc, on va essayer de voir comment on peut s'y prendre. Alors, on va commencer par la première option, AI First. Donc, comment ça se passe? Aujourd'hui, vous trouvez sur un certain nombre d'outils, alors j'en ai pas cité ici, mais vous avez des plateformes ou des outils auteurs ou des CMS, enfin voilà, des différents types de logiciels aujourd'hui du marché qui vous proposent de produire en fait un contenu ou un parcours de formation complet réalisé à partir d'éléments que vous allez lui fournir. Donc comment ça se passe? En général, vous avez une espèce de formulaire qui va vous permettre de caractériser votre projet. Alors, je l'ai vraiment simplifié ici. Souvent, c'est un peu plus subtil que ça, mais dans tous les cas, on va demander de dire à qui s'adresse cette formation, quels sont les objectifs qu'elle poursuit, quelle durée on envisage, et puis on va demander, enfin, on va charger, on va dire, en contenu, peut-être avec des supports de formation, des textes de loi ici, enfin, des ressources dont on dispose, qui sont des ressources brutes, qui vont permettre à l'IA de travailler, en fait, et de proposer une progression pédagogique et puis de concevoir les activités. Et dans certains systèmes, ça va jusqu'à même la production des activités interactives complètes, en fait, en quelques minutes, uniquement en appuyant sur le bouton générer qui se trouve ici. Alors, je vais pas vous le faire dans un outil parce que c'est toujours un peu bizarre de pointer sur un outil en particulier, mais je vais vous montrer la démarche finalement que fait cet agent, comment il écrit le prompt finalement en fait qu'il y a derrière ce formulaire. Alors pour ça, je vais à nouveau faire une manipulation. Je vais donc changer mon partage d'écran. Mon écran étant très grand, c'était un peu compliqué de partager tout, donc je me suis mis plutôt sur des feuilles préparées. Donc normalement, vous devez voir. En fait, alors bon, j'ai pris un LLM, j'aurais pu prendre ChatGPT, mais ça change un peu, ou Claude ou d'autres. Là, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé, voilà, je lui ai dit, bah voilà, je vais te donner un ensemble de ressources, je vais te décrire mon projet, qui je suis, je vais te donner un rôle et je vais te demander de me produire le déroulé de mon parcours. Donc voilà, c'est ce que produit en fait un outil derrière le bouton générer. C'est la première étape qui va être faite par l'outil, qui va dire bon ben voilà, je sais que la formation doit durer 2 heures, voilà ce que je te propose. Et vous voyez qu'ici, il va vous proposer une introduction, ensuite de parler du cadre légal, de proposer un cas pratique, d'insister sur les bonnes pratiques, le rôle de l'agent immobilier, puis d'arriver à une conclusion. Et tout ça, vous voyez, est timé. Il y a les activités qui sont sommairement décrites, les interactions qui sont proposées, les types d'écran, et puis la manière dont on évalue. Donc ça, c'est ce que je lui ai demandé. Je lui ai demandé de me le faire sous forme de tableau. Donc voilà ce que ça donne. Si on zoome
un petit peu sur le détail des modules. Il va nous décrire un petit peu plus précisément les activités pour chacune des parties. Et puis évidemment, les outils vont en général un peu plus loin que ça. Donc là, j'ai un peu affonné mon prompt en disant, si je prends le module 3, par exemple, cas pratique, est-ce que tu peux me le détailler un petit peu plus? Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Donc, il m'a dit, le cas pratique, ça dure 30 minutes. Voilà, il y a les 3 premières minutes, ça va être une vidéo d'introduction. Ensuite, tu vas me faire un texte sur image, etc. Et puis, il va me décrire comme ça. Donc là, j'ai zoomé sur le module 3, mais évidemment, il le fait pour tous, normalement. Et il va m'expliquer un petit peu comment il voit les choses. Donc là, ça reste au niveau d'un synopsis, on va dire, si on prend le vocabulaire souvent utilisé. Et puis après, je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien que tu me décrives un petit peu les écrans. Donc là, il va me donner voilà, la vidéo, voilà ce qu'elle montre, voilà le texte, plus image, voilà ce qu'il va présenter, etc. Et puis après, je lui dis OK, super. Donc là, tu me dis que l'écran 6, pardon, excusez-moi, j'étais un peu vite. Oui, l'écran 6 ici, c'est un jeu de rôle. Il me dit, voilà, ça va être une simulation interactive. L'apprenant, il doit jouer le rôle de l'agent immobilier qui est confronté à une situation de discrimination. L'apprenant, il doit prendre des décisions. Super. Donc voilà, je lui dis, voilà, maintenant, j'aimerais bien que tu rentres un peu plus dans le détail et que tu m'expliques, que tu me décrives ce jeu de rôle. Donc j'aimerais bien avoir le décor, j'aimerais avoir les personnages, j'aimerais avoir le dialogue entre ces personnages, etc. Donc là, vous voyez qu'il va me décrire un bureau d'une agence immobilière avec un agent assis à son bureau, etc. Et puis il va me préciser le dialogue. Bonjour, je suis le nom de l'agent. Comment je peux vous aider aujourd'hui? Je suis intéressé. Donc il va jusqu'au niveau détail. Et là, je me suis arrêté là. Mais parce que c'est Mistral, mais si vous avez un outil qui vous permet ensuite, à partir de ce prompt-là, de dire, non, le décor, plutôt que de le décrire, je vais te le dessiner, où je vais te générer une vidéo avec des personnages qui vont vraiment jouer ce rôle-là, qui vont vraiment parler en disant ces dialogues, etc. Et puis ensuite, produire l'interaction qui va me permettre de faire le choix, en fait, en disant, voilà, alors est-ce qu'il y a discrimination ou pas, etc., pourquoi, etc. Eh bien, ça peut aller jusqu'à la production. Donc aujourd'hui, des outils comme ça existent. Là, je vous ai montré un peu, je vous ai un peu décomposé le mouvement. Mais aujourd'hui, les outils vont jusqu'à la production complète réalisée d'un module ou d'un parcours fait comme celui-là. Alors, ça, c'était pour vous montrer ce que pouvait produire en fait quelque chose. Là, on voit bien que si on relit le détail de ce qui a été écrit, il y a sans doute des petites coquilles, des choses qui sont imprécises. Peut-être que vous, dans votre entreprise d'agence immobilière, vous avez un vocabulaire spécifique. Les agents, vous allez les appeler, ils ont des noms spécifiques. Il y a peut-être des process spécifiques, des choses comme ça. Et donc, le boulot de l'ingénieur pédagogique, finalement, à partir de ce premier jet, souvent, va être de venir corriger, finalement, la proposition initiale qui a été faite. Mais cette proposition, elle a été produite en moins de 10 minutes, si vous voulez. Donc, voilà, on parle en quelques minutes, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement précis, d'extrêmement rapide. Là, on a vu le cas finalement où, grosso modo, j'appuie sur un bouton. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il faut quand même que je l'alimente avec des données, des éléments. Mais l'essentiel du processus va être produit par l'outil, ce qui me permet d'avoir quelque chose d'assez rapide. Après, on peut avoir une autre approche, en fait, où on utilise aussi l'IA, puisque c'est bien notre sujet, mais qui soit basée plus sur une démarche, alors déjà peut-être collaborative, en fait, parce que là, remplir mon formulaire, finalement, c'est quelque chose que je peux faire seul. Et là, l'idée, c'est de se dire, finalement, est-ce qu'à chaque étape, de mon processus finalement d'ingénierie, je ne peux pas utiliser l'IA pour essayer de l'améliorer. Et donc là, on voit qu'on est moins centré sur les phases du milieu, mais qu'on peut aller chercher des choses à l'extérieur. Alors ça peut être un peu complémentaire même de ce qu'on a vu avant. Donc là, je vais vous donner quelques exemples. Nous, on va pour comparer, on va plutôt se centrer sur les phases de design, mais on voit bien que aujourd'hui, par exemple, on peut utiliser l'IA pour travailler, par exemple, sur les risques dans les phases d'analyse amont. Quels sont les risques majeurs sur une formation de ce type-là? Par exemple, là, nos agents immobiliers, est-ce que c'est une formation obligatoire? Ils disent, voilà, c'est l'enfer, je suis obligé de le faire sinon je perds ma carte, mais franchement, ça ne m'intéresse pas, etc. Donc, est-ce qu'il y a un risque par exemple, de non-adhésion, de non-engagement, comment ça va être porté dans les agences, etc. On peut avoir aussi un travail sur les personas, en fait. Si je veux travailler pour mon apprenant, j'ai intérêt à mieux le connaître. L'IA peut nous aider, en fait, à creuser ces aspects-là. Sur les phases aval,
On peut travailler, par exemple, sur comment demander à l'IA de nous aider à mettre en place des actions pour déployer de manière plus efficace, par exemple, ma formation, peut-être en m'aidant à produire des argumentaires, des documents, des outils aussi, hein, pourquoi pas pour les gens qui doivent accompagner sur le terrain, par exemple les responsables d'agence ici, dans notre cas, voilà. Bien sûr sur l'évaluation aussi, hein, il y a des choses qu'on peut faire. Donc finalement, l'idée, ça va être plutôt de dire comment je peux utiliser, hein, zoomer sur chacune de ces parties. Alors ici, on va se concentrer sur ce qui est entouré en pointillé, hein, parce que sinon, on n'aurait pas le temps. Et je vais vous montrer comment on peut intégrer finalement dans une démarche d'ingénierie, hein, vraiment de conception, là, d'ingénierie pédagogique, comment intégrer l'IA. Alors, on va suivre une méthode, hein, nous on a développée chez Learning Salad, qu'on a appelée Salad Design Map, qui est une méthode collaborative, hein, basée sur des outils, des outils en carton, enfin, voilà, essentiellement, et de voir comment on peut intégrer l'IA là-dedans, en fait, hein, en faisant collaborer les gens. Alors, ces outils, ils démarrent avec d'abord un travail sur la compétence, parce que souvent, dans les cahiers des charges, on a des objectifs pédagogiques, on a un certain nombre d'éléments, mais souvent, le travail n'est pas décrit. Donc là, l'idée, nous, la manière dont on fait travailler les gens, en général, c'est qu'on commence par revenir vers le travail réel, en disant, mais finalement, par rapport à notre pratique ici de non-discrimination, quelles sont les situations professionnelles, les tâches qu'un agent immobilier, hein, a à faire dans son métier, dans lequel, en fait, cette notion de discrimination peut intervenir ou peut être avec lequel il est confronté. Donc là, l'idée, c'est de décrire des tâches en haut et puis de décrire les compétences qu'il faut pour être capable de traiter cette tâche, hein, évidemment en rapport avec notre histoire de non-discrimination, et quels sont les savoirs qui sont associés à cela. Donc, vous voyez, ça se fait en général en remplissant des post-it, hein, une petite photo ici prise dans un atelier, et là, on va rajouter un peu d'IA là-dedans. Alors, comment on va faire pour ajouter de l'IA ? On peut très bien, par exemple, ici, aller chercher en fait toutes les tâches qui sont à faire, voilà, par un agent immobilier, et puis d'essayer de voir quelles sont celles en fait qui sont dans lesquelles la non-discrimination peut être convoquée. Alors bien sûr, quand vous avez un groupe avec des experts, des gens qui travaillent dans l'immobilier, ils vont sortir des éléments. L'idée là ici, ça peut être d'utiliser l'IA en l'interrogeant et en ramenant en fait des informations qui permettent à l'agent, au groupe de travail ici, de se dire tiens, effectivement, par rapport à toutes ces tâches, celle-là, en fait, elle concerne bien. Tiens, celle-là, on l'avait oubliée. Ah, tiens, celle-là, c'est marrant comment il la formule. Effectivement, on n'avait pas forcément identifié ça. Et puis, pour chacune de ces tâches, interroger l'IA en disant, mais à ton avis, quelles sont les compétences, en fait, hein, qui sont en œuvre, en fait, hein, par rapport à cette problématique à faire. Donc, remplir finalement, dans un premier temps, la partie du haut. Hein, par exemple, ici, sélection des locataires. Hein, je reçois des dossiers, je dois sélectionner les locataires. Donc, forcément, là, il peut y avoir mise en œuvre d'actions discriminantes. Donc finalement, quelles seraient les compétences à mener ? On voit bien que ce n'est pas uniquement savoir quelle est la législation, hein, ça c'est un savoir associé, mais être capable aussi d'identifier des comportements discriminatoires, hein, et de comprendre les conséquences légales, et puis aussi être capable de communiquer avec mon propriétaire, parce que ce n'est pas forcément l'agent immobilier qui a envie de discriminer, mais c'est peut-être une demande en fait, hein, du propriétaire du logement, par exemple, qui lui dit moi je veux pas de gens avec des enfants parce que les enfants ils dégradent je sais pas quoi les logements, ou je dis n'importe quoi. Enfin bon, donc l'idée voilà, et puis s'il y a un conflit, parce que je lui dis non c'est pas possible, c'est pas légal, comment je gère ce conflit. Donc vous voyez, c'est des choses qui peuvent être amenées. Donc là vous avez des exemples de prompt derrière, enfin de résultats de prompt derrière. Il y avait une question de Marie là-dessus, c'est quelle IA tu as utilisé par rapport à ça? Là, c'est la même en fait, hein, j'ai pris la même que tout à l'heure, donc c'était Mistral, hein, là, c'était le chat de Mistral. Okay. Mais vous avez même intérêt d'ailleurs souvent à pourquoi pas en utiliser deux pour voir un petit peu, voilà, en fonction de ce que vous cherchez, ce qui vous ressort. On n'a pas forcément toujours la même chose. Il y a une autre question d'Isabelle, du coup j'en profite. Utilisez-vous l'IA en direct avec vos apprenants et quelles sont les modalités précises? Non, là, on est vraiment dans un processus de conception. Donc là, en fait, ce qu'on va faire dans le groupe, c'est qu'on va faire travailler le groupe avec les post-it, etc. Et on va avoir un ordinateur ouvert avec l'outil. Et nous, on fournit des modèles de prompt, finalement, qui permettent aux gens
d'aller chercher en fait les informations complémentaires et donc de demander aux gens est-ce qu'il y a des choses que l'IA nous ramène qu'on n'avait pas vues, est-ce qu'il y a une manière aussi de formuler peut-être ou une liste de compétences qui va être qui va venir compléter ce qu'on a fait. Voilà, est-ce que c'est vraiment plus d'augmenter finalement la capacité du groupe à générer des choses et d'aller plus vite. On peut même aussi, pourquoi pas, travailler en avance de phase avec ces éléments-là et demander au groupe, pour gagner du temps, de réagir par rapport à ce qui a été produit par l'IA. C'est aussi une manière de faire. Ça, c'est un petit peu comme vous le souhaitez. L'objectif, c'est d'arriver à une liste de compétences correspondant au travail réel, en fait, et de se dire, c'est ça qu'on doit traiter dans la formation. Après, la deuxième étape, évidemment, c'est de modulariser, c'est de se dire, bon, une fois que j'ai ça, mes 2 heures, ils vont être, comment je vais les organiser? C'est quoi ma progression pédagogique? Parce que là, j'ai travaillé sur le travail, en fait, réel, mais il faut que je passe à comment je forme les gens, enfin, comment je vais leur faire développer ces compétences, justement. Donc, comment ça se passe d'habitude? Là, on a des petites fiches modules et on modularise et on organise, comme vous le voyez sur la petite photo en haut à droite, là. Donc, vous voyez, là, on met nos modules et on met des liens entre eux pour savoir si les gens doivent les faire dans un certain ordre ou pas, etc., comment on navigue dans les modules. Donc là, pareil, on va pouvoir se servir de l'IA, parce que c'est pas évident de dire, tiens, finalement, quand je pars du travail, comment je fais, par où je commence, comment j'aborde les choses, etc. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est pour nous aider à modulariser, on peut lui demander de produire des scénarios. Par exemple, ici, dans les prompts qui sont là, on a un scénario où on lui dit, bon, voilà, la liste des compétences qu'on a trouvée, elle est là, je veux former ce type de... mes personas, c'est ça, ma liste de compétences, c'est ça, mes contraintes, c'est 2 heures, etc. Produis-moi en fait un scénario pédagogique, structure-moi ça en séquence. Je veux pas que mes modules ils durent plus de 15 à 20 minutes. Vous lui donnez tout votre champ de contraintes. Et il va vous lancer un élément. Le premier qui m'a lancé, là, le scénario 1, il a tendance à vouloir faire des cours, de toute façon. Donc, je lui dis non, ça me plaît pas. Je veux que tu me trouves autre chose parce que je veux que ce soit plus engageant, je veux que ce soit... Ils veulent pas suivre un cours de droit, mes agents immobiliers, ils veulent savoir comment l'intégrer dans leur pratique professionnelle. Donc, améliore-moi ça. Et donc là, il m'a produit un deuxième scénario. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur forcément, ça veut dire qu'il propose d'autres choses. Et moi, je vais pouvoir faire mon petit marché là-dedans. Enfin, quand je dis moi, c'est mon groupe de travail. À partir de ces éléments-là, il va commencer à se dire, finalement, OK, on va faire un premier module qui parle de ça, un deuxième qui parle de ça, etc. Voici les objectifs. Donc là, c'est pareil, il aide à rédiger les objectifs. Ils ne sont pas toujours parfaits, mais ça vous donne une base et après, vous pouvez les améliorer. Donc ça, c'est une autre manière de faire. Ça vous permet de gagner du temps, ça vous permet de trouver des idées, ça permet aussi d'être dans des systèmes de choix que vous pouvez vraiment agencer comme vous voulez et prendre vraiment que ce qui vous intéresse. Ensuite, une fois qu'on a ça, il va falloir rentrer dans le détail des modules. Et donc pour ça, dans notre méthode, on a une rosace en fait d'activités. Alors là, c'est sur l'auto-formatif. Il y a une trentaine d'activités auto-formatives complètes qui existent, qui sont détaillées sous forme de cartes et que l'on va faire choisir finalement aux membres du groupe de travail de conception, en leur disant voilà, finalement, pour traiter ce premier module où on va leur faire prendre conscience des problématiques liées à la discrimination, quel type d'activité on va leur proposer, qu'est-ce que vous allez choisir. Donc là, on laisse les gens choisir en fait, et donc là, il n'y a pas d'IA particulièrement dans un premier temps. Par contre, on va pouvoir en fait interroger en disant sur cette séquence-là, toi, qu'est-ce que tu mettrais comme activité? Alors, il ne va pas forcément prendre les activités de notre liste, mais il va proposer des éléments. Donc là, on voit en arrière-plan, alors c'est petit, mais l'idée, c'est de montrer que finalement, sur mon module en fait de démarrage, qui est lié en fait à me faire immerger, à immerger mes participants dans un premier module sur la réalité de la discrimination. Je vais leur proposer différents éléments et là, à partir de ce qu'il m'a proposé, je vais pouvoir regarder par rapport à mes cartes qui sont un peu plus construites que ce qu'il produit lui. Je vais pouvoir faire des choix et placer sur mon déroulé de module, comme vous l'avez ici sur la frise, les différentes activités que je vais choisir. Et dans les post-it, commencer à décrire un petit peu qu'est-ce que j'imagine comme contenu,
comme substance pour mon activité. Et ça, c'est ce qu'on va détailler ensuite après. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, là, il m'avait proposé de démarrer un peu en immersif. Finalement, ça a été validé par le groupe. Et qu'est-ce que je vais faire? Sur ma fiche simulation de tâches, par exemple, ici, la petite carte que j'ai choisie, qui est ma carte pour découvrir en fait cette notion. J'ai mon post-it que j'avais noté sur ma frise d'avant. Eh bien, il va pouvoir m'aider, par exemple, à décrire finalement une situation, à trouver des situations ou à imaginer un dialogue par rapport à une situation qui serait fournie par le groupe. Là, moi, je ne suis pas agent immobilier, donc je vais demander de me fournir, de m'aider à imaginer une situation. Mais si j'avais eu un groupe de travail, comme c'est le cas actuellement, si j'avais fait ce vrai projet avec un vrai client qui était dans l'immobilier, eux, ils m'auraient dit, les représentants d'agents immobiliers qui étaient dans la salle, nous, par exemple, la semaine dernière, j'ai eu, je sais pas, super, on va décrire ça, et on va demander en fait à l'IA de nous aider à écrire ces dialogues-là. Voilà. Alors, autant jusque-là, ça se fait en groupe, autant cette partie-là, évidemment, c'est un travail d'ingénieur pédagogique, et donc là, on a lâché le groupe et c'est plutôt un travail qu'on va faire dans la conception détaillée. Et ça peut même aller jusqu'à, dans les outils d'IA, aller jusqu'à la production des activités ou des médias de façon informatique, interactive. Si vous prenez aujourd'hui, par exemple, je sais pas quoi, des outils comme Storyline ou je sais pas quoi, ou Rise, par exemple, de chez Articulate, eh bien, vous avez des outils, vous avez de l'IA intégrée maintenant, enfin, c'est une option de la licence, mais qui va vous permettre de générer, par exemple, les images, qui va vous permettre de générer le questionnement, qui va vous permettre de générer différents éléments en fait à partir du scénario à partir de ce que vous avez donné comme indication, donc au niveau le plus fin. Donc, mais à chaque fois, vous voyez bien dans cette démarche-là, l'idée c'est d'y aller plutôt progressivement et d'avoir plutôt à chaque fois la main. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous laissez au groupe finalement le choix et ça reste le projet de votre groupe de travail, de votre groupe de conception. C'est un projet qui est auto-validé aussi parce que comme c'est les gens qui font les choix, ils ne vont pas revenir sur les choix qui ont été faits parce qu'ils les ont validés à ce moment-là. Alors que dans le premier cas, vous allez produire tout votre module. Effectivement, ça ne vous coûte pas très cher, mais quand vous allez le passer, le faire valider par les experts, par votre commanditaire, etc., il est possible qu'ils remettent en cause le fond, en fait, la forme, le choix des activités, etc. Et le choix des activités, c'est la machine qui les a faites. Donc vous avez plus de mal à les justifier. Ça veut dire qu'il faudra peut-être refaire un tour et reprendre presque du début. En fait, vous voyez, le cycle va être beaucoup plus long. Là, on est dans une démarche un peu plus agile où finalement, on va obtenir par des petites étapes successives des validations en fait, voilà, et on a bien un mixte entre la réflexion humaine du groupe et la production en fait, enfin, ce que peut nous apporter l'IA finalement pour améliorer la productivité, mais aussi la créativité, ou donner des idées, ou aller chercher en fait des éléments que le groupe n'aurait pas forcément produit tout seul. C'est un joueur supplémentaire dans votre groupe finalement en fait. C'est un petit peu comme ça qu'il faut le voir, un joueur assez puissant à qui on peut poser n'importe quel genre de questions et qui va vous aider. Voilà pour cette deuxième approche. Il y a une question de Matt, on va essayer de répondre à toutes les questions. Utilisez-vous l'IA de manière généraliste ou l'utilisez-vous plutôt avec les agents IA pour leur donner à chacun un rôle? Non, en général, on leur donne un rôle systématiquement. Voilà, on leur donne un rôle systématiquement. C'est qu'en fait, là, je vous ai pas montré les prompts forcément, mais dans les prompts, on les dit toujours d'où tu pars, et on a intérêt à renforcer. Ce que je vous ai évoqué sur les personas, par exemple, c'est typiquement ça. Ouais. Oui, il faut le considérer comme un joueur, donc il faut le caractériser. Et on utilise plusieurs flux de conversation de façon à caractériser la conversation en fonction du type de joueur. Ça peut jouer plusieurs joueurs en fait, mais à chaque fois, il faut qu'on sache exactement d'où il parle. On va répondre aussi aux questions par le chat. Isabelle, faites-vous aussi des simulations d'entretien, d'échange avec l'IA oralement ou par écrit seulement? Alors pour le moment, on l'a plutôt utilisé par écrit, mais maintenant les possibilités de l'IA à l'oral sont importantes. Après, ce qu'on essaye quand même de faire quand on travaille en conception, c'est de pas interroger, enfin c'est de pas converser comme si on parlait avec quelqu'un, voilà, de manière un peu directe. On essaye quand même de faire
dire au groupe, enfin de faire caractériser le prompt au groupe en disant on va l'interroger, mais il faut qu'on ait bien réfléchi à ce qu'on va lui demander. Donc comme il y a un travail en fait de formalisation de la question qui est quand même important, du coup l'oralité est enfin dans la phase de conception elle est moins intéressante. Voilà. En tous les cas, le passage par l'écrit nous paraît pas, il n'a pas été gênant jusque-là. Mais bon, si ça peut fluidifier un peu les choses, une fois qu'on a son prompt, de lui poser la question comme ça, et je pense qu'on ira vers ça de toute façon. Enfin, voilà. Ouais, moi je pensais ça peut être beaucoup utilisé, notamment pour les simulations d'entretien téléphonique, dans des Oui, démarches commerciales par exemple, ou d'entretien. Ça, c'est vrai que la fonction vocale maintenant, ça fonctionne extrêmement bien. Ouais. ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Un outil à recommander. Alors ça, on pourra aussi aller plus loin avec peut-être une cartographie des outils selon les usages. On pourra revenir vers vous justement pour des questions plus précises sur comment est-ce qu'on les utilise précisément, chacun des outils, leur spécialité, leur spécialisation. Peut-être donc si vous avez plus d'autres questions, on pourra répondre après aux questions. Donc vous présentez l'offre qu'on propose. Donc sur la partie plateforme, donc nous on vous propose 6 mois d'utilisation complètement gratuite en fait de Lara qui comprend Via. Comme ça vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités. C'est une offre sans engagement, donc vous avez 6 mois et vous êtes complètement libre. Et c'est cet accès-là qui va permettre justement à Sylvain, à partir de vos données pédagogiques, de vos supports, de vos ressources, de faire la démarche justement IA Human First pour justement concevoir une séquence pédagogique complète. Donc peut-être tu peux détailler, Sylvain, ce que tu proposes dans ce cadre-là. Voilà, donc ce qu'on vous propose pour que vous puissiez voir finalement un résultat concret à partir d'un de vos sujets à vous, en fait, c'est de réaliser une séquence. Alors, une séquence, ça va être dans un parcours, hein, donc ça va être, je sais pas quoi, 10-15 minutes, par exemple, de quelque chose de réalisé, hein, qui va jusqu'au bout, et à partir des données que vous allez nous fournir. Alors, ça demande, c'est évidemment sur la base du volontariat, ça demande de votre part comme un petit travail, parce qu'il va falloir que vous caractérisiez les différents éléments pour que nous, on ait les informations nécessaires. Donc, vous recevrez un petit mail et un petit formulaire de contact à remplir qui permettra déjà d'avoir un premier élément. On aura un petit entretien avec vous. Et puis nous, l'idée, c'est que sous 4 semaines, on soit capable de vous poser dans l'espace Lara qui est fourni par Classilo, dans votre espace, le module réalisé et puis le making-of de ce module, en fait, hein, de dire, bon, vous n'avez pas juste le truc fini, parce que ça ne vous apprendra pas grand-chose, mais qu'on vous montre comment on est arrivé à ce module-là, comment on est arrivé à ce résultat-là, qui sera sans doute pas totalement parfait parce qu'on n'est pas de votre métier et qu'il faudrait des échanges sans doute un peu plus nourris que ce qu'on vient de se dire là. Mais déjà, vous aurez une petite idée, et sur la démarche, elle sera reproductible en tous les cas à partir du reste de vos sujets. Donc voilà, donc ça c'est si ça vous intéresse. En tous les cas, on vous propose ça. Voilà. Et comme ça vous permettra justement de voir que, comme vous l'avez compris, hein, le danger de l'IA massive et systématique, c'est une espèce de standardisation. Là, on a quelque chose de beaucoup plus sensible, beaucoup plus personnalisé justement avec cette méthode. Quoi. Donc c'est vous montrer très concrètement à partir de vos cas à vous, de vos supports à vous, comment ça fonctionne et le résultat très personnalisé. Alors, on va peut-être pouvoir répondre à d'autres questions. N'hésitez pas aussi, je vois d'autres questions par le chat. Ceux qui peuvent rester, nous on est disponible encore, hein, donc n'hésitez pas à rester connectés et vous pouvez aussi activer vos micros si vous le souhaitez. Alors, donc il y a des remerciements. Alors, l'IA peut-elle aider à identifier des intervenants, par exemple des pointures sur certains sujets? Oui. Là, il faut plutôt utiliser des outils qui aident à faire de la recherche qui s'adressent au web. Donc, il y a des outils comme Perplexity. Perplexity, j'en sais ça aussi. Et puis, les outils Google, là, maintenant, parce que vu ce qu'a annoncé Google la semaine dernière, on a une conjonction maintenant du Google Search avec Gemini. Hein, Ouais. donc C'est vrai que pour tout l'aspect background, fiche, je dirais Wikipédia automatique pour des personnalités, des experts, Perplexity fait un super boulot. Il y
y a assez peu d'hallucinations avec Perplexity, je trouve. Oui, et puis vous pouvez l'interroger vraiment sur des choses assez fines, quand vous cherchez un intervenant, quelque chose de très pointu dans un contexte particulier, etc. Vous pouvez vraiment préciser beaucoup de choses. Il va vous ramener des listes qui sont vraiment intéressantes. Dans tous les cas, il aurait fallu beaucoup de temps pour arriver à faire la même chose tout seul, juste avec le moteur de recherche en fait, de Google ou un autre. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc pour la cartographie des outils, oui, il faudra qu'on en parle avec Sylvain, mais ça pourra faire partie aussi peut-être du package lors du making-of, de dire voilà, on a utilisé tel et tel outil Oui, parce oui, que c'est bien sûr. peut-être une cartographie assez générale. Alors il y en a beaucoup qui sortent sur LinkedIn, notamment énormément de posts sur la cartographie des outils, mais nous on vous dira voilà, nous notre expérience, notre vécu et ce qu'on utilise. Après, il y a toujours beaucoup d'outils qui sortent aussi et qui révolutionnent à chaque fois la donne, mais en tout cas, ce sera l'état de l'art, selon nous, quand on communiquera avec vous. Ouais, sur les outils, on voit bien que là, les annonces de Google la semaine dernière ont montré quand même que il y a un foisonnement de petits outils en fait, qui est très pointu, très spécialisé, etc. Mais il y aura on est dans le web en fait, il y aura un regroupement, une concentration sur des acteurs, et ces outils qui aujourd'hui sont des outils à part entière vont devenir des fonctions d'outils beaucoup plus grands. C'est un peu ce qu'a signifié Google la semaine dernière en sortant je ne sais pas combien d'outils, mais enfin, j'arrive même Une consolidation. donc, en disant bon ben voilà, nous on a une plateforme, on a un LLM, on a un Excel web depuis 30 ans, voilà ce qu'on est capable de faire en fait pour démarrer quoi. Et donc ça va sans doute continuer comme ça. Je me souviens des débuts de la bureautique, des débuts du web, parce que je suis vieux moi maintenant, et on était à peu près dans la même, dans la même logique. Et puis petit à petit, les choses ont commencé à se structurer sur des outils beaucoup plus complets, beaucoup plus englobants, en fait. Et c'est ce qui commence à arriver, ce qui va continuer à se poursuivre. Ce monde. Et c'est vrai qu'il y a un risque là qu'on n'a pas forcément évoqué de s'égarer aussi avec l'IA, parce qu'il y a plein d'outils, et puis c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est important aussi de co-construire dès l'amont, parce que on peut très bien massivement envoyer plein de prompts et puis s'apercevoir qu'on s'est égaré de chemin depuis le début, quoi. Donc c'est important de toujours garder en tête une bonne méthode pédago. Oui, et puis d'avoir des fonctions aussi, parce qu'elles sont connexes à d'autres fonctions qu'on utilise. Regardez ChatGPT qui faisait pas trop d'images tout au début, puis finalement ils se sont dit ouais, mais les gens ils veulent des images, donc il faut un autre truc. Donc finalement on a intérêt à faire des images, et puis il faut qu'on fasse des vidéos, il faut qu'on fasse du son, etc. Parce que finalement on génère du contenu, donc le contenu il est multimédia. Voilà, et un peu comme je disais au début de la bureautique, il y avait des outils pour faire des histogrammes ou des camemberts qui étaient indépendants des tableurs, en fait. C'était des éditeurs qui avaient un outil qui faisait que ça. Et puis un jour, on s'est dit, bah, quand même, les camemberts, on les fait bien partir des outils qui sont dans le tableur. Donc, pourquoi c'est pas une fonction du tableur? Voilà. Et là, on voit bien que là, ça va encore plus vite, puisque tout va beaucoup plus vite aujourd'hui, mais on voit bien qu'il va y avoir autour des smartphones, d'Android, d'iOS, etc., les fonctions vont être intégrées de plus en plus dans le système d'exploitation. Pareil pour Ils ne se rendront même pas compte, les gens, forcément, qu'ils utiliseront une IA, parce que c'est absolument transparent dans l'utilisation des fonctionnalités de base des outils. Ouais. Comme le téléphone s'est mis à faire plein d'autres trucs que de téléphoner avec le smartphone, et qu'il y a ce qui relève de l'application spécifique et ce qui relève du système à part entière. Et voilà, mais ça n'empêche pas d'avoir WhatsApp, par exemple, ou Signal, et aussi l'application SMS. Donc les gens utilisent en fonction de leur usage, en fait. Et je pense que c'est un peu ça. Donc merci beaucoup en tout cas pour vos participations, et il y a beaucoup de gens qui sont restés là jusqu'au bout de nos échanges un peu aussi informels. Donc là très concrètement, on va vous envoyer à tous et à toutes, tous ceux qui ont participé, un mail avec le formulaire justement à remplir. Donc comme le disait Sylvain, ça demande un petit investissement, il faut bien répondre, etc. C'est de la pédagogie, donc ça demande un peu de temps pour que les choses soient bien faites, mais ça vaut le coup, parce que non seulement vous aurez accès à une plateforme complète, et puis vous aurez une production d'une séquence pédagogique vraiment
qui vous correspond. Donc, enfin, on l'espère en tout cas, vous nous direz. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous recontacter. Et puis, vous pouvez bien sûr nous contacter par le site internet classilio.com. Et puis, j'espère que, j'en suis déjà persuadé, avec Sylvain, qu'on fera d'autres webinaires toujours dans cette thématique qui est passionnante, comment conjuguer au mieux les outils IA avec la pédagogie. Donc on en fera, là c'est un premier qui a déjà rencontré un vif succès, on est très content. Et puis on vous donne rendez-vous à la prochaine fois.